ben, nous allons commencer. Donc, la dérive néolibérale de la construction européenne est-elle irrésistible? Première partie, puisque nous allons faire 3 séances. Alors, je vais faire un petit avant-propos. Alors, cette session de formation abordera l'évolution de la construction européenne et de la nature des institutions communautaires, des institutions européennes. Et on ne parlera pas directement de l'évolution et de l'état des lieux des gauches européennes dans cette formation. Voilà, donc la première partie qu'on va faire, c'est sur les principales étapes de la construction européenne depuis l'acte unique, mais on va quand même essayer de discuter de vocabulaire, alors qui va venir petit à petit dans la formation sur les institutions européennes. Et d'abord, les institutions politiques qui concernent les États membres de l'Union. D'abord, le Conseil européen, qui, vous le savez, rassemble les chefs de gouvernement et chefs d'État et ou chefs d'État de l'Union européenne. Donc, c'est lui qui définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union. Et depuis 1974, donc à peu près depuis l'époque qu'on va examiner, c'est cette réunion des chefs d'État et ou de gouvernement. Le traité de Lisbonne en a fait une institution à part entière et l'a dotée d'une présidence stable. Les conclusions des conseils européens ne sont pas prescriptives. Dans le même ordre d'idée, vous avez le Conseil de l'Union européenne qui, en fait, est une structure à géométrie variable, ou plutôt à géométrie thématique, puisqu'il s'agit des différentes réunions des ministres correspondant à chacune des thématiques de l'Union européenne. Sa présidence est assumée de manière semestrielle, ça s'est resté, il n'y a pas de présidence durable comme on l'a aujourd'hui avec Charles Michel qui préside le Conseil européen. C'est en réalité lui qui a le pouvoir législatif et le pouvoir budgétaire avec le Parlement européen. Il statue à l'unanimité sur les recettes et c'est lui qui conclut les accords internationaux au nom de l'Union. La Commission européenne, elle est indépendante des États, elle est garante des traités, elle est censée défendre l'intérêt général de l'Union. C'est pour ça qu'elle est indépendante des États, puisqu'elle est censée représenter un intérêt de l'Union qui serait supérieur aux intérêts des partis. Pendant 5 ans de son mandat, elle est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement de l'Union européenne, si on peut faire cette transposition. Elle dispose du monopole de l'initiative législative et présente des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil de l'Union. C'est elle qui met en œuvre les décisions du Parlement et du Conseil et veille à l'application des politiques européennes. Et c'est elle qui exécute le budget de l'Union européenne. Elle est responsable devant le Parlement européen qui peut adopter une motion de censure et ainsi éventuellement la forcer à démissionner. Et enfin, elle peut introduire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne un recours contre un État membre si elle juge qu'il y a violation du droit de l'Union européenne. Alors, le Parlement européen, on est en pleine campagne pour l'élection des membres du Parlement européen, excusez-moi cette formulation toute britannique, donc composé de députés européens élus pour 5 ans au suffrage universel direct depuis 1979. Le mode de scrutin n'est pas forcément le même dans chacun des pays de l'Union. Son rôle s'est peu à peu renforcé. En ce moment, vous avez quelques camarades qui l'ont vu en direct. Emmanuel Morel est en train de faire le tour des popotes pour expliquer qu'effectivement, un député européen n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Et donc, il est passé d'un simple pouvoir consultatif à un véritable pouvoir de codécision avec la Commission européenne, puisque, par ailleurs, aujourd'hui, sans avoir l'initiative législative directement, il peut demander à la Commission européenne de lui soumettre une directive particulière.
Il a donc un rôle législatif et budgétaire, puisque tout texte législatif et budgétaire doit recevoir son aval. Il a enfin un pouvoir de contrôle de l'exécutif européen. Tout ça est très relatif. On en a déjà parlé au moment du débat sur l'histoire des régimes politiques en France. Les questions, les commissions d'enquête, les recueils de pétitions citoyennes. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la motion de censure et il élit surtout le président de la commission dont chacun des membres ensuite doivent recevoir son aval. Alors là, on va passer à la partie institution indépendante ou supranationale de l'Union européenne. Parce que c'est quand même un peu là où il y a le nœud gordien et les choses qui nous posent des difficultés. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE. Elle a été créée en 1952. Elle a été la Cour de justice des communautés européennes. Elle est devenue la Cour de justice de l'Union européenne et c'est l'autorité judiciaire supérieure de l'Union. Elle est composée de 27 juges, un par État membre, et au mandat renouvelable de 6 ans. C'est la seule compétente pour interpréter les traités et le respect du droit européen. Elle peut être saisie par des recours directs à l'encontre des États et des institutions européennes, et elle peut mener d'autres procédures, le pourvoi ou le renvoi préjudiciel. Ce qui pose surtout question, c'est pour ça que j'ai tenu à l'indiquer ici, c'est que la CJUE, lorsqu'elle était CJCE, s'est dotée d'un super pouvoir. Elle a pris un arrêt en 64, un arrêt qui n'a jamais été contesté. On aurait pu le faire. Mais à l'époque, je pense que personne n'a totalement mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur le long terme. Et cet arrêt de 64, qui était en réalité en partie sur une affaire privée, a imposé le droit communautaire comme ordre juridique propre, c'est-à-dire autonome des droits nationaux, et qui doit être intégré dans les droits nationaux. Ce qui fait que les droits nationaux en dépendent et les droits nationaux deviennent eux-mêmes une part du droit communautaire. Et par ailleurs, la CJE, qui est indépendante, qui ne rend de compte à personne, s'est arrogé le droit, toute seule, comme une grande, de critiquer les décisions de la Banque centrale européenne. Personne ne le fait. Hein. Personne n'a le droit de le faire, sauf la CJE. La Banque centrale européenne, c'est la responsable de la politique monétaire de la zone euro depuis le 1er janvier 1999. Elle est indépendante des États membres et des autres institutions de l'Union européenne. Et depuis le traité de Lisbonne, donc 10 ans plus tard, en 2009, elle est devenue une institution à part entière de l'Union. Son objectif, c'est maintenir la stabilité des prix par la définition des taux d'intérêt, maîtriser l'inflation et préserver la valeur de la monnaie. Et c'est elle qui assure l'émission de la monnaie unique depuis que, là, dans nos porte-monnaies ou sur nos comptes bancaires ou à travers nos outils numériques désormais pour payer. Et depuis 2014, elle exerce un rôle de supervision bancaire qui n'a pas forcément été inutile au demeurant. La Banque centrale européenne a lancé en 2015 ce qu'on appelle un programme d'achat d'actifs, ce qui a été popularisé dans les médias comme le quantitative easing, en bon français. C'est un programme qui est non conventionnel, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu dans les missions de la Banque centrale européenne, voire même, au regard des traités, était tout à fait critiquable. Elle n'aurait pas dû mettre en œuvre ce programme. Elle a outrepassé ses fonctions. Au moment où elle l'a fait, entre nous soit dit, tout le monde était bien content qu'elle le fasse. D'ailleurs, c'est en partie ce que lui demandait une partie de la gauche depuis des années, en lui disant qu'elle devait répondre aux injonctions politiques. Et d'ailleurs, c'est une partie des choses que la Cour de justice de l'Union européenne lui a reproché, sans pouvoir le lui interdire par ailleurs.
Voilà. Donc, le quantitative easing, c'est le rachat massif des dettes des États sur le second marché de la zone euro. Et à partir de 2016, elle l'a aussi fait pour les dettes des entreprises. La Cour des comptes européenne, alors ça, c'est sans doute une des institutions de l'Union qui est peu connue. Elle a été créée par le traité de Bruxelles. Elle est entrée en fonction en 1977. C'est une institution de l'Union européenne depuis le traité de Maastricht et elle est composée de 27 membres, toujours nommés par le Conseil pour 6 ans, renouvelables après consultation du Parlement sur la proposition faite par chaque État, ce qui implique donc potentiellement que en fait le Conseil a assez peu de marge de manœuvre. Les États proposent des membres et le Conseil accepte, sauf quand le membre peut être vraiment bizarre, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de cas de refus de la part du Conseil européen sur proposition d'un État. C'est elle qui déclare la fiabilité des comptes de l'Union, la fiabilité des opérations qui dépendent des comptes de l'Union, et c'est elle qui se présente elle-même comme la garante ou la gardienne des finances de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle contrôle les recettes, elle contrôle ses dépenses, elle vérifie si les fonds sont correctement collectés et dépensés, car conformément aux décisions qui ont été prises, s'ils sont investis de manière à produire de la valeur ajoutée, et si tout ça a été bien comptabilisé. Bon, c'est le boulot d'une Cour des comptes, quoi. Voilà, pas inventé. Donc, on va partir, je l'ai dit tout à l'heure, de la partie fin des années 60, début des années 70. Je ne vais pas vous refaire la création de la construction européenne depuis les années 50 entre la CK, l'échec de la CED, puis la création de la communauté européenne. On va partir de cette période où la construction européenne est en panne, ne fonctionne plus, la crise économique l'a foutu dans une espèce de marasme absolu et personne n'arrive à s'entendre. Et finalement, c'est Mitterrand et Kohl qui vont trouver un nouveau moyen de s'entendre politiquement sur la relance de la construction européenne. Enfin, avec le souvenir de Gaulle-Adenauer, plus que VGE Schmitt, c'est, on va dire, surtout là que vient l'idée du moteur franco-allemand et du couple franco-allemand qui, si on lit l'excellent bouquin de David Kella et de la regrettée Coralie Delhomme, n'a jamais existé. En tout cas, que dans l'esprit et dans le petit cœur frustré des Français. Néanmoins, à ce moment-là, il y a un sujet important de crise européenne. On a des tensions internationales géostratégiques majeures. On a des tensions économiques majeures suite à l'échec relatif de la politique de gauche initiée par François Mitterrand en 1981, qui entraîne la dévaluation du franc pour que le franc reste dans le système monétaire européen. Et donc, il y a nécessité de relancer la construction européenne avec, sans vouloir être, comment dire, faire ma drama queen sur le sujet, la construction européenne aurait pu mourir d'atonie, on va dire ça comme ça, en tout cas ne plus servir à grand-chose et vivoter dans son coin. Par ailleurs, c'est l'époque où on a dans le Conseil européen la dame de fer, Margaret Thatcher, qui vante son money back, qui veut retrouver le fric qu'elle verse à la communauté européenne à l'époque. Elle obtient ce qu'on a appelé pendant des années le chèque britannique, c'est-à-dire le remboursement d'un certain nombre des contributions de la Grande-Bretagne à la communauté européenne. Donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver un moyen de dépassement. Ce moyen de dépassement va l'être par, on va dire, une espèce d'équilibre sur une forme de libéralisme économique. Et le Conseil européen confie à Delors et à Cockfield, qui est le commissaire au marché intérieur, qui est un proche de Margaret Thatcher,
la rédaction d'un livre blanc pour réformer le marché intérieur. Parce que vous le savez bien, grâce au doux commerce et grâce à l'économie, ensuite, c'est plus facile de faire de la politique, évidemment. Donc, dans cette période de négociation de l'acte unique, on a également, parce que ça va avec, la signature des accords de Schengen par plusieurs États européens en 1985, qui abolit le contrôle aux frontières communes entre États signataires, met en place des règles communes d'entrée et de séjour des ressortissants extra-européens, extra-communautaires pour la communauté européenne, des règles qui seront complétées par une convention d'application en 1990 et qui rentreront définitivement en vigueur en 1995. Et donc l'acte unique est signé en 86 et il entre en vigueur à l'été 87 et il modifie le traité de Rome avec la volonté d'accélérer la mise en place d'un marché intérieur pour en faire un marché unique dont l'achèvement est prévu pour décembre 92. Et dans la continuité de l'acte unique, il y a le traité de Maastricht. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'acte unique transforme le marché intérieur en marché unique. Et donc, ce marché unique, cet acte unique, rend nécessaire le renforcement des pouvoirs des institutions européennes pour élargir leur domaine de compétences à d'autres sujets, notamment l'environnement, la politique étrangère et la recherche technologique. C'est donc en partie ça, plus la montée en puissance des institutions européennes, que va proposer le traité de Maastricht en miroir de la mise en place de l'acte unique. Donc ce traité de Maastricht est signé en 92 et la communauté européenne, la communauté économique européenne est intégrée selon ce traité dans une Union européenne. Le 1er novembre 1993, cette communauté économique européenne est renommée Communauté européenne. Et en fait, le traité de Maastricht fabrique une nouveauté en ce sens que jusqu'ici, il était clair que la construction européenne était une construction interétatique, une construction, une coopération internationale régie par des traités internationaux, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Hein. Les traités qui sont signés au sein de l'Union européenne sont toujours des traités internationaux. Hein. Il n'y a toujours pas de constitution européenne, et même le fameux traité constitutionnel européen n'en était pas un. Hein. Il n'y a pas de constitution européenne comme il y a une constitution américaine. Donc on est toujours dans une logique de traités internationaux. Mais le traité de Maastricht introduit une idée nouvelle qui est d'avoir une union politique au-delà d'une coopération internationale, économique, sociale, industrielle, culturelle, tout ce que vous voulez. Une union politique qui donne à la construction européenne une dimension étatique ou une dimension supra-étatique. Donc, la structure de Maastricht, effectivement, est un saut qualitatif dans la construction européenne. Il y a de nouveaux champs de compétences, la politique extérieure et de sécurité commune, la justice et les affaires intérieures, même si on reste au niveau de la coopération intergouvernementale. Les éléments constitutionnels prévus dans les traités et la définition d'une citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un truc qui peut paraître un gadget à tout le monde. C'est ce qui va permettre aux ressortissants de l'Union de voter aux élections européennes dans le pays où ils résident et pas forcément dans leur pays, uniquement dans leur pays d'origine, pour les élections européennes et pour les élections municipales. Mais c'est aussi le fait que quand vous êtes citoyen européen hors du territoire de la communauté et puis de l'Union, vous pouvez être représenté par une ambassade, un consulat d'un autre pays membre de l'Union si vous-même, vous n'en bénéficiez pas sur le territoire extra-européen dans lequel vous êtes. Jusqu'ici, ça ne va pas plus loin que ça. Par exemple, quand vous êtes citoyen européen,
et que vous résidez dans un autre pays de l'Union européenne que le vôtre à temps plein, vous avez toujours besoin d'une carte de séjour. Vous n'avez pas besoin juste de passer la frontière, youpi, coucou, je m'installe, c'est terminé. La réforme de la gouvernance et le rôle accru du Parlement européen, on y reviendra, et l'objectif de l'Union européenne, l'Union monétaire, comme étant la prochaine étape de l'intégration économique après le marché unique. Donc, l'Union européenne, enfin la communauté européenne doit se transformer en union économique et monétaire. C'est donc en réalité avec cette union économique et monétaire qui va se faire en grande partie selon des règles allemandes et le fait de coordonner la politique extérieure et la politique de sécurité, c'est aussi une négociation pour arrimer l'Allemagne à la construction européenne. Ça fait partie de la négociation pour que l'Allemagne, confrontée à sa réunification, ne se prenne pas des rêves de grandeur et d'autonomie et d'indépendance et de puissance. On y reviendra, mais c'est beaucoup de représentations et de symboles, mais ça a quand même, en tout cas au regard des acteurs de l'époque, quelques réalités et significations. Le traité de Maastricht, même du point de vue de sa propre dynamique, on pourra débattre tout à l'heure de ce qu'on peut lui reprocher de l'extérieur, mais du point de vue de sa propre dynamique, a un certain nombre d'insuffisances. Le traité de Maastricht, il est négocié et il va rentrer petit à petit en vigueur au moment même où il y a l'effondrement du bloc soviétique, où il y a l'Europe orientale, les Balkans qui rentrent en ébullition avec la guerre en ex-Yougoslavie. Et effectivement, sur la politique extérieure, cette coordination dont je parlais tout à l'heure, on en voit très rapidement la limite. Et d'ailleurs, on pourra en discuter aujourd'hui. Quelle est en réalité la politique extérieure de l'Union européenne? Il y a de quoi se poser des questions. La réalité, c'est qu'effectivement, toutes les nouvelles compétences sont soumises au veto des États. On n'a pas créé une fédération européenne. On n'a pas créé un État fédéral. Et les futures révisions du traité de Maastricht, que ce soit à Amsterdam ou à Nice, Nice qui est une arnaque ambulante en termes de traité, c'est un traité qui est quasiment vide, à part la repondération des votes au sein de l'Union européenne, ne changeront pas fondamentalement cet équilibre politique dans la construction européenne. Il y a aussi un manque en soi, c'est-à-dire que vous avez toujours eu le discours sur la construction européenne, l'intégration économique européenne toujours plus forte permet la croissance économique. En réalité, dès le traité de Maastricht, on voit qu'il n'y a pas de dynamique interne en termes de bénéfices économiques à la construction européenne. Ce n'est pas parce qu'il y a construction européenne et ce n'est pas parce qu'il y a intégration européenne renforcée et toujours plus renforcée que vous avez une amélioration de la situation économique. En réalité, la construction européenne et l'intégration européenne est toujours dépendante du contexte économique extérieur. Donc, dans un premier temps, la mise en place de l'acte unique et du traité de Maastricht, etc., est compliquée parce que le début des années 90, c'est une crise économique. Ça va être vachement plus facile ensuite parce que internationalement, la deuxième partie des années 90, et nous, on va le voir en France parce qu'on va en bénéficier avec le gouvernement Jospin, il y aura une reprise économique, ça va mieux. Donc, ça va être plus simple de mettre en œuvre les mesures prévues par les traités. Mais ce n'est pas du tout parce que les traités permettent un mieux économique, c'est l'inverse. C'est le mieux économique qui permet que le fait que les traités, avec des éléments contestables, avec des éléments intéressants pour partie, permettent, soient plus facilement mis en œuvre. Et enfin, comme il y a un approfondissement des compétences qui sont données aux institutions européennes, on va avoir de plus en plus une critique sur le déficit démocratique de l'Union, dont en réalité on ne parlait pas jusqu'ici. Et grosso modo, jusqu'au début des années 90, à peu près tout le monde dans les classes politiques nationales et dans les opinions publiques nationales se foutait comme d'une guine de savoir que le Parlement européen n'avait aucun pouvoir.
se foutait comme d'une guigne du fait de ce qui allait être décidé au niveau européen, parce qu'on savait qu'il y avait un rapport de force entre États et qu'en fonction de tel ou tel gouvernement qu'on envoyait et des alliances qu'il pouvait nouer avec tel ou tel gouvernement, voilà. Puis, bon, la France était quand même plus costaud que les autres à ce moment-là, etc., etc. Dans une union plus petite, on n'était pas sur le même équilibre. À partir du moment où on a une intégration plus forte des compétences transférées à l'union plus importante et petit à petit un élargissement qui va se faire, une dilution des pouvoirs étatiques dans l'Union européenne, cette question du déficit démocratique dans la construction européenne va se poser. Alors, la perspective de la monnaie unique. Maastricht a créé un institut monétaire européen qui va être l'ancêtre de la Banque centrale européenne et très rapidement va être rebaptisée Banque centrale européenne. Et elle fixe des critères aux États, critères économiques qui doivent lui permettre d'atteindre l'union économique, qui doivent leur permettre d'atteindre l'union économique et monétaire et permettre la création de la monnaie unique. À l'époque, les critères que je vais vous donner tout à l'heure ne sont pas contraignants et ne sont pas définitifs. C'était une des critiques de droite et de gauche adressées déjà au traité de Maastricht que ces critères de convergence vers la monnaie unique, mais il n'est pas inscrit dans le traité de Maastricht que la stabilité des prix avec un taux d'inflation qui ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point celui des 3 États membres ayant le meilleur résultat en matière de stabilité des prix, le déficit public inférieur à 3%, la dette publique inférieur à 60%, le taux de change, le fait que la dévaluation soit exclue, ou les taux d'intérêt à long terme, je vous passe les détails, doivent être dans une espèce de serpent de taux d'intérêt. Tout ça n'est pas définitif. Ce sont des critères de convergence qui sont conçus à l'époque en termes d'objectifs, en tendance. Alors après, par ailleurs, au-delà de ce que je viens de dire, on peut aussi interroger ces critères en interrogeant la pertinence en matière de politique économique. Est-ce que le déficit public inférieur à 3%, c'est le fin du fin de l'économie et l'équilibre budgétaire, c'est le fin du fin de l'économie d'une politique économique, d'une politique budgétaire? Néanmoins, si vous avez une perspective d'avoir une monnaie unique, je n'ai pas dit que la perspective de la monnaie unique était qu'une fin en soi, mais si vous avez une perspective d'avoir une monnaie unique, il faut bien à un moment avoir des critères de convergence. Il se trouve que c'est ceux-là qui ont été choisis. Néanmoins, à ce moment-là, l'ensemble de ces critères sont des critères de convergence et ne sont pas des critères qui sont inscrits comme une fois qu'on aura mis en place l'union économique et monétaire, une fois qu'on aura la monnaie unique, ils vont rester inscrits dans le marbre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le traité de Maastricht. Il y a aussi des éléments de convergence qui sont sur le fait d'avoir des règles en termes de commerce extérieur, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. Et en fait, c'est Amsterdam qui va commencer à fixer dans le marbre ce qu'on va appeler l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est quelque chose c'est une pensée politique économique qui est née en Allemagne, qui naît des traumatismes économiques de l'Allemagne des lendemains de la Première Guerre mondiale et notamment de tous les affres économiques que la République de Weimar a traversés et qui sont censés avoir créé le nazisme et la conquête du pouvoir par les nazis. Et donc, pour résumer, tout comme Clémenceau disait que la guerre était quelque chose de trop sérieux pour la laisser à des militaires, selon quoi il avait raison, un certain nombre de dirigeants politiques allemands se sont dit que les politiques monétaires, budgétaires et financières étaient des choses trop sérieuses pour les laisser à des institutions démocratiques. Et c'est un peu ce qu'on va transposer à tort au niveau européen. Et donc, le traité d'Amsterdam va être signé et va mettre en place, qui va être à partir de là, les politiques qui vont être critiquées à partir de là, puisque ces critères que je vais rappeler vont être fixés comme définitifs pour la gestion de la monnaie unique. Sachant que c'est à ce moment-là que
les banques centrales européennes et les banques centrales nationales vont devenir indépendantes avec tous les éléments que j'ai rappelés tout à l'heure. Donc, la mission de la BCE, c'est la stabilité des prix. Les critères de convergence de Maastricht deviennent des règles permanentes de la gestion de la monnaie unique. Et il y a là un compromis politique qui va affecter dès le départ le nouveau gouvernement de gauche qui naît des élections législatives de 1997 avec la cohabitation. La gauche s'était engagée à refuser le traité d'Amsterdam parce que notamment le traité d'Amsterdam prévoyait que les critères de convergence de Maastricht deviennent des règles permanentes de gestion de la monnaie unique. Et Jospin, ne voulant pas remettre en cause la signature de Chirac quelques mois plus tôt, en disant j'ai pas la légitimité, c'est Chirac le chef d'État, moi je suis que le Premier ministre, va passer un compromis avec le président de la République et avec ses partenaires européens en exigeant que la première intégration dans l'euro soit prise en tendance. C'est-à-dire, tel pays n'est pas encore arrivé pile poil à remplir tous les critères qu'on a fixés pour rentrer dans la monnaie unique et recevoir la monnaie unique, c'est pas grave. Il est en train d'y aller, il va y arriver. Donc voilà. C'est comme ça que l'Italie, l'Espagne et le Portugal notamment vont pouvoir rentrer dans la monnaie unique. Pourquoi c'était important à ce moment-là? Pour Jospin, on pourra y revenir, mais pour avoir une espèce d'équilibre politique entre le nord et le sud que on a toujours eu ensuite du mal, et essentiellement par manque de volonté politique, à mettre en œuvre. Et donc, c'est le 2 mai 1998 que les 11 États membres qui sont censés remplir les conditions en tendance pour rentrer dans la monnaie unique sont déterminés. La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande. Donc, on passe à une nouvelle étape. Donc, on approfondit toujours plus le fait que jusqu'ici, on avait une coopération, une construction européenne qui était une coopération interétatique. Et ce qui était dans l'esprit de Mitterrand de faire une union politique va en fait se transformer toujours plus en une union économique avec des règles budgétaires de plus en plus contraignantes pour les États membres. Et donc, pour compléter le traité d'Amsterdam, les États membres vont adopter ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, qui vise à coordonner leur politique budgétaire nationale et éviter l'apparition de déficits publics excessifs. Évidemment, puisque la question des 3% de déficit public est devenue une des règles intangibles de gestion de la monnaie unique, normalement, vous n'avez plus le droit de dépasser ces 3%, plus jamais. Donc, il faut bien avoir des règles pour éviter de dépasser. Et donc, en réalité, ce que vise derrière le pacte de stabilité et de croissance, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution allemande et qu'on va retrouver plus tard dans d'autres traités européens, c'est-à-dire d'avoir un jour et en permanence des budgets à l'équilibre, voire même excédentaires. Ce pacte de stabilité et de croissance va même devenir la règle pour permettre ensuite, à travers divers règlements, l'adhésion d'autres États à l'Union économique et monétaire. Mais, et c'est là qu'il y a une forme de contradiction à la base, il y a toujours des injonctions contradictoires dans la construction européenne, les politiques budgétaires restent, pour chacune d'entre elles, des politiques et des compétences nationales. Néanmoins, ces compétences nationales que sont les politiques budgétaires, on va mettre des contraintes dessus. Et il y a une surveillance multilatérale. Les États de la zone euro présentent leurs objectifs budgétaires.
pour bien montrer qu'ils sont dans le programme de stabilité qui est actualisé chaque année. Et il y a un système d'alerte rapide dans le Conseil économique et finances, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne des ministres de l'économie et des finances, afin de prévenir et recommander à un État qui pourrait se lancer dans un dérapage budgétaire coupable de prendre des mesures pour l'éviter. Et il y a une procédure de déficit excessif qui est la disposition dissuasive. Et donc, on met en place petit à petit des systèmes de sanctions au cas où, sauf circonstances exceptionnelles, un État membre dépasse les critères de déficit public sans avoir pris les mesures suffisantes pour l'éviter. Est-ce qu'on peut considérer, allez mon gars, ouais, on a vu, t'as pas réussi à remplir tes objectifs, mais on a bien vu que tu as fait des efforts. Bon, puis surtout, on a vu à chaque fois, bon, la France, ouais, tu as fait des efforts, enfin surtout, tu es un peu gros, donc on va te dire que tu as fait des efforts, comme ça, voilà. On va pas dire que tu dépasses trop, même si tu n'as rien fait pour changer, voilà. Bon, ça a longtemps été comme ça, quand même, hein. Très longtemps, il n'y a pas eu trop de mesures prises contre la France et contre les gros États quand ces gros États ne contrevenaient pas aux critères de gestion de la monnaie unique. D'ailleurs, l'Allemagne contrevient quasiment depuis toujours à un des critères, j'en parlais tout à l'heure, de gestion de la monnaie unique, qui est celui sur l'équilibre du commerce extérieur. Parce que l'équilibre du commerce extérieur, qui est qui est massivement positif en Allemagne, se fait évidemment en grande partie au détriment de ses partenaires. C'est pour ça que, à côté des trucs budgétaires, il y avait aussi des considérations d'équilibre du commerce extérieur dans les critères de gestion de la monnaie unique. Est-ce que vous avez vu une seule procédure de sanction adressée à l'Allemagne pour lui dire oh, attention, c'est pas bien, tu as bénéfice de commerce extérieur excessif. Ouh là là! Non, jamais. Alors qu'on sait très bien que ça se fait au détriment de ses partenaires économiques intra-européens. Voilà. Donc, à ce moment-là, le Conseil peut prendre des sanctions de dépôt auprès de la BCE qui peut devenir une amende si le déficit excessif n'est pas comblé. C'est sur ce genre de considération qu'on a commencé à taper les petits États de l'Union européenne, puisque je l'ai dit tout à l'heure, rarement la France a été inquiétée, même si elle n'était pas le meilleur élève de la classe d'un point de vue budgétaire. Je n'ai pas dit que c'était un objectif en soi, mais notons quand même qu'il y a eu très souvent, dans l'application de ces procédures de déficit excessif, deux poids, deux mesures. On a toujours été beaucoup plus indulgent avec la France qu'avec le Portugal, qu'avec l'Espagne, qu'avec l'Italie ou qu'avec la Grèce, par exemple ou qu'avec l'Irlande, ce qui, dans les années 2010, a forcé un gouvernement à faire exactement le contraire de la politique que celui pour lequel il avait été élu. Voilà. C'est la fin de la première partie.